Après avoir payé les billets d'avion de mes frères et sœurs pour nos vacances, ils ont disparu de l'hôtel, me laissant seul avec une dette de 3000 $ par nuit. Quand je l'ai dit à mes parents, ils ont dit que je ne devrais pas être si dramatique parce que je pouvais me le permettre, pendant qu'ils publiaient des photos avec la légende « Enfin un peu de paix ». Et ce que j'ai fait avec cette dette. Personne dans ma famille ne s'y attendait. Je m'appelle Gracie, j'ai 28 ans. En ce moment, je regarde une facture d'hôtel de 3000 $ par nuit pendant que mes frères et sœurs sont à 30 000 pieds dans les airs, probablement en train de rire de la façon dont ils ont berné leur généreuse grande sœur. Le pire, c'est qu'ils ont planifié tout ça. Chaque détail. Laissez-moi revenir en arrière et vous raconter comment je me suis retrouvé ici. Seul dans une suite d'hôtels européenne qui coûte plus que le salaire mensuel de la plupart des gens, tenant un reçu qui pourrait tout aussi bien être la déclaration officielle de ma famille que je ne suis rien de plus qu'un distributeur automatique de billets ambulants. D'où regardez-vous aujourd'hui? Mettez votre localisation dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur le bouton j'aime et s'abonner si vous vous êtes déjà senti exploité par votre propre famille. Vous voudrez certainement rester pour voir ce qui s'est passé ensuite. Tout a commencé il y a 6 mois, lorsque mes parents ont convoqué une réunion de famille pour discuter des projets de vacances. Dans la plupart des familles, cela pourrait signifier discuter d'un budget ou trouver des dates qui conviennent à tout le monde. Dans la mienne, cela signifiait trouver comment ils pouvaient me soutirer le plus d'argent possible tout en faisant croire que j'étais incluse. Nous pensons que ce serait merveilleux si toute la famille pouvait faire un voyage en Europe ensemble, a annoncé maman, sa voix prenant ce ton particulier qu'elle utilise lorsqu'elle est sur le point de demander quelque chose de cher. Une véritable expérience de rapprochement pour tout le monde. Mes frères et sœurs, Kimberly et Ryan, hochaient déjà la tête avec enthousiasme. Bien sûr qu'ils l'étaient. Ce n'étaient pas eux qui étaient désignés pour financer cette expérience de rapprochement. Ça a l'air génial. Ai-je répondu prudemment. À quel budget pensiez-vous? Papa s'est raclé la gorge. Eh bien, nous pensions que puisque tu t'en sors si bien au travail, traduction, puisque tu es la seule à avoir des économies, peut-être que tu pourrais prendre en charge les vols, et Kimberly et Ryan pourraient couvrir l'hébergement et les activités. La façon dont ils l'ont présenté, on aurait dit qu'ils m'offraient l'affaire du siècle. Vols internationaux contre dépenses locales. Cela semblait assez juste, n'est-ce pas? Je veux dire, les chambres d'hôtel et les repas ne pouvaient pas coûter plus cher que des billets aller-retour pour l'Europe pour 3 personnes. Célèbre dernière parole. Kimberly a sauté sur l'occasion immédiatement. Oh mon Dieu, Gracie. Ça va être tellement génial. J'ai déjà commencé à regarder les hôtels. Il y a des endroits vraiment magnifiques où nous pourrions séjourner. Et j'ai trouvé ce circuit gastronomique qui a l'air incroyable, a ajouté Ryan. Plus tous ces musées et attractions dont nous avons parlé. L'enthousiasme était contagieux, et honnêtement, je voulais croire que cela pourrait être différent, que peut-être, juste peut-être, nous pourrions avoir des vacances en famille normale où tout le monde contribuerait équitablement et apprécierait réellement la compagnie des autres. J'aurais dû mieux savoir. Après tout, c'était la même famille qui oubliait toujours son portefeuille quand nous allions dîner au restaurant, les mêmes parents qui avaient mystérieusement développé une amnésie financière concernant toutes les fois où ils m'avaient emprunté de l'argent au fil des ans. Mais l'espoir vous rend parfois stupide. D'accord, ai-je accepté. Laissez-moi commencer à regarder les vols. L'expiration collective de soulagement dans la pièce aurait dû être mon premier signal d'alarme. 3 semaines plus tard, j'avais acheté 3 billets aller-retour pour Amsterdam. En première classe, car rien ne dit mieux au rapprochement familial que d'arriver bien reposé, n'est-ce pas? Le total s'élevait à un peu plus de 8000 $. Pas exactement de la menue monnaie, mais j'ai pensé que cela en valait la peine pour un voyage familial unique. Kimberly m'a envoyé des liens vers l'hôtel qu'elle avait choisi. Un hôtel de charme au cœur de la ville avec une vue imprenable sur les canaux et des critiques 5 étoiles. C'est parfait, s'est-elle exclamée au téléphone, et Ryan a trouvé ce guide de restaurant incroyable. On va si bien manger. J'ai posé des questions sur les détails, les tarifs des chambres, les budgets des repas, les coûts des activités, mais j'ai obtenu des réponses vagues. Ne t'inquiète pas pour les détails, m'a assuré maman. Les enfants ont tout prévu. Concentre-toi juste sur le fait de nous y amener. Les enfants. Kimberly avait 26 ans et Ryan 24. À peine des enfants, mais on les appelait toujours les enfants chaque fois qu'il fallait éviter une responsabilité financière. 2 jours avant le départ, j'ai reçu l'itinéraire que Kimberly avait créé. 5 nuits à Amsterdam,
3 nuits à Paris, 2 nuits à Rome. Des hôtels haut de gamme tout au long du séjour avec des réservations pour le dîner dans des restaurants qui semblaient sortir de magazines culinaires. Ça a l'air cher. Ai-je mentionné lors de notre dernier appel de planification? Oh, on a eu des offres sur tout, a dit Ryan rapidement. Ne t'inquiète pas, on s'en occupe. Je voulais le croire. J'ai choisi de le croire. Nous nous sommes retrouvés à l'aéroport tôt un mardi matin, tout le monde vibrant d'excitation. J'ai distribué les cartes d'embarquement et nous avons passé la sécurité comme n'importe quelle famille normale partant en vacances. Pendant le vol, la conversation a coulé de source. Nous avons parlé des endroits que nous voulions voir, des plats que nous voulions essayer, des photos que nous prendrions. Kimberly m'a montré son fil Instagram soigneusement organisé de notre planification de voyage, avec des photos esthétiques de guides de voyage et de passeports. Pendant un instant, je me suis laissé penser que ça allait vraiment marcher. L'hôtel à Amsterdam était encore plus beau que sur les photos. Nos chambres étaient spacieuses et élégamment meublées avec vue sur les canaux historiques qui ressemblaient à une carte postale. Le tarif par nuit, comme je le découvrirai plus tard, était de 1 500 € chacune. Mais ce premier soir, alors que nous nous promenions le long des canaux et trouvions un café confortable pour le dîner, tout semblait parfait. Nous avons ri, nous avons partagé des histoires. Nous semblions réellement apprécier la compagnie des autres sans la tension sous-jacente habituelle qui caractérisait la plupart des réunions de famille. C'est agréable, ai-je dit à maman alors que nous retournions à l'hôtel. Je suis contente que nous fassions ça. Moi aussi, ma chérie, a-t-elle répondu en passant son bras sous le mien. Il était temps que cette famille passe du temps de qualité ensemble. Si seulement j'avais su que par temps de qualité, elle entendait du temps de qualité passé à dépenser mon argent. Le premier signal d'alarme est apparu le deuxième jour, lors d'un brunch dans un restaurant au bord du canal qui semblait facturer à l'attrait esthétique de chaque plat. Quand l'addition est arrivée, un montant stupéfiant de 180 € pour que 3 personnes mangent des œufs bénédicts, Kimberly et Ryan ont soudainement développé un intérêt intense pour leur téléphone. Oh, bizarre. Ma carte ne fonctionne pas, a dit Kimberly après un moment, sans même essayer de sortir son portefeuille. Le taux de change doit perturber la protection contre la fraude de ma banque. Ryan a hoché la tête sagement. La même chose m'est arrivée hier dans ce café. Ces systèmes de paiement européens sont si différents. Ils m'ont tous les deux regardé avec attente. J'aurais pu faire une scène. J'aurais pu souligner que les cartes de crédit fonctionnent de la même manière à l'international qu'à la maison ou que la protection contre la fraude ne se déclenche généralement pas pour des dépenses de petit déjeuner. Mais nous étions en vacances, en public, et je ne voulais embarrasser personne. Alors, j'ai payé et j'ai pris une note mentale de leur demander de me rembourser plus tard. Avez-vous déjà vécu quelque chose en sachant que c'était mal, mais en vous disant que vous réagissiez de manière excessive? Laissez un commentaire si c'est le cas. Je pense que nous sommes tous passés par là. Ce schéma s'est répété tout au long de la journée. Entrée au musée. La carte de Ryan avait des problèmes. Café et pâtisserie de l'après-midi. L'application bancaire de Kimberly avait un bug. Dîner dans un restaurant avec une liste d'attente de 3 semaines. Leurs 2 cartes étaient, d'une manière ou d'une autre, temporairement gelées pour les transactions internationales. Chaque fois, ils promettaient de me virer l'argent une fois leurs problèmes bancaires réglés. Chaque fois, je gardais le reçu et prenais une autre note mentale. À la fin du 2e jour, j'avais dépensé plus de 600 € pour des dépenses qui étaient censées être leur responsabilité. Ne t'inquiète pas de garder une trace de chaque petite chose. A dit maman quand j'ai mentionné les reçus lors de notre appel de bonne nuit. C'est les vacances. Profite simplement. Facile à dire pour elle. Ce n'était pas elle qui regardait le solde de sa carte de crédit grimper pendant que ses frères et sœurs faisaient semblant de ne rien y connaître en finance de base. Le 3e jour a amené Paris et avec lui une escalade à la fois dans la sophistication de nos activités et dans la créativité des excuses de mes frères et sœurs. L'hôtel que Kimberly avait choisi sans me consulter sur le prix, naturellement, était un manoir reconverti dans le quartier du Marais. Magnifique, historique et facturant 800 € par nuit et par chambre. N'est-ce pas incroyable? S'est-elle exclamée lors de notre enregistrement. Je l'ai trouvé sur ce site de réservation exclusif. On a tellement de chance qu'ils aient eu de la disponibilité. De la chance, c'est ça. Le dîner ce soir-là était dans un restaurant étoilé au Michelin pour lequel Ryan avait réussi à obtenir des réservations.
Le genre d'endroit où le sommelier passe 20 minutes à expliquer la sélection de vins et où chaque plat est présenté comme une œuvre d'art. C'était objectivement une expérience incroyable. La nourriture était extraordinaire, le service impeccable, l'atmosphère sophistiquée et romantique. Dans d'autres circonstances, j'aurais pu appeler cela l'un des meilleurs repas de ma vie. Au lieu de cela, j'ai passé toute la soirée à faire du calcul mental, calculant le total croissant tout en regardant mes frères et sœurs commander des accords mets et vins et des plats supplémentaires avec l'abandon décontracté de personnes qui n'avaient pas l'intention de payer quoi que ce soit. Quand l'addition finale est arrivée, 450 €, Ryan n'a même pas fait semblant de chercher son portefeuille. C'est pour moi, ai-je annoncé avant que quiconque ne puisse se lancer dans sa routine de difficultés bancaires. Tu es la meilleure, Gracie, a dit Kimberly, se levant déjà pour partir. On paiera la prochaine fois, c'est sûr. Mais il n'y aurait pas de prochaine fois où il paierait. Il n'y aurait que des excuses plus élaborées et des factures plus chères. Cette nuit-là, allongé dans mon lit d'hôtel hors de prix, j'ai additionné les reçus. En 3 jours, j'avais dépensé près de 3 000 € pour des dépenses qui n'étaient pas censées être les miennes, et il nous restait encore 6 jours de vacances. Rome a été l'endroit où toute illusion restante d'équité s'est complètement évaporée. L'hôtel que Ryan avait réservé, et par réservé, je veux dire sélectionné sans aucune intention de payer, était un palais Renaissance reconverti près du Vatican. Le genre d'endroit qui facture 3 000 € par nuit et vous fait sentir comme un membre de la royauté en visite, jusqu'à ce que vous voyiez la facture. Je nous ai trouvé le circuit gastronomique le plus incroyable, a annoncé Ryan alors que nous nous installions dans nos chambres. C'est un peu cher, mais ça couvre tous les meilleurs endroits locaux et inclut les accords mets et vins. Un peu cher s'est avéré être 200 € par personne. Et je nous ai programmé une visite privée des musées du Vatican. A ajouté Kimberly. Accès VIP, petit groupe, guide personnel. Ça va être incroyable. 300 € par personne. En plus, j'ai fait des réservations pour le dîner dans ce restaurant que le concierge a recommandé. A continué Ryan. Apparemment, les célébrités y mangent tout le temps. Je n'ai même pas demandé le prix. À ce stade, j'avais trop peur de savoir. La visite du Vatican était vraiment spectaculaire. Notre guide était compétent et passionné. L'art était à couper le souffle, et l'expérience de voir la chapelle Sixtine sans la foule était vraiment unique. Mais alors que je tendais ma carte de crédit à la fin de la visite, regardant le débit de 900 € être traité, je ne pouvais en profiter. Pendant le déjeuner qui a suivi, une autre affaire coûteuse qui a fini sur ma note, j'ai essayé d'aborder le sujet délicat. Alors, quand pensez-vous que vos problèmes bancaires seront résolus? Ai-je demandé aussi nonchalamment que possible. Kimberly et Ryan ont échangé un regard qui a duré juste un instant de trop. Oh, tu sais comment c'est avec les banques internationales, a dit Kimberly avec un geste dédaigneux. Ma banque a dit que ça pourrait prendre jusqu'à une semaine pour régler ça, mais je garde une trace de tout. On réglera ça dès notre retour à la maison. Pareil pour moi, a acquiescé Ryan. Le service antifraude de ma banque est super strict sur les frais internationaux. Mais ne t'inquiète pas, j'ai un tableur de tout. Un tableur. C'est rassurant et officiel. Le circuit gastronomique de ce soir-là était en fait merveilleux. Nous avons visité 6 restaurants différents et appris l'histoire culinaire romaine en dégustant tout, de la carbonara à la glace. Dans des circonstances normales, cela aurait été le clou du voyage. Au lieu de cela, j'ai passé toute l'expérience à regarder Ryan et Kimberly poser pour des photos Instagram avec leur verre de vin et leurs plats parfaitement présentés, racontant leurs incroyables vacances en famille pour les réseaux sociaux pendant que je perdais discrètement de l'argent. C'est une expérience tellement incroyable, a dit Kimberly dans son téléphone en enregistrant une story. Je suis si reconnaissante envers la famille qui rend de telles aventures possibles. La famille qui rend les aventures possibles. Pas ma sœur qui paie pour tout. Pas Gracie, qui couvre des dépenses qu'elle n'était pas censée couvrir. Juste la version générique et aseptisée qui la faisait paraître mondaine et reconnaissante sans reconnaître la moindre réalité financière. Cette nuit-là, je me suis assise dans ma chambre d'hôtel, entourée de reçus, faisant le calcul que j'avais évité. Vol, 8 000 $, hôtel jusqu'à Rome, 12 000 $, repas et activités, 6 500 $. Et nous avions encore 2 jours à Rome. J'approchais des 30 000 $ de dépenses, alors que seuls les coûts des vols étaient ce que j'avais initialement accepté de payer. Mais le pire n'était pas l'argent. C'était la prise de conscience croissante que ce n'était pas une série de coïncidences bancaires malheureuses. C'était un plan,
et j'étais la cible. Notre dernier matin à Rome, je me suis réveillé avant l'aube avec le genre de clarté qui ne vient que lorsqu'on accepte enfin une vérité inconfortable. Il n'avait jamais été question de rapprochement familial ou d'expérience partagée. Il s'agissait de trouver un moyen socialement acceptable de m'extorquer un maximum d'argent tout en maintenant un déni plausible quant à leurs intentions. Chaque problème bancaire avait été parfaitement synchronisé. Chaque gel temporaire avait duré juste assez longtemps pour s'assurer que je paie leur part de la facture. Chaque on te remboursera, c'est sûr reconnaissant avait été livré avec juste assez de sincérité pour que je continue à payer sans faire de scène. Ils m'avaient joué avec l'expertise d'escroc, et je les avais laissés faire parce que je voulais croire que ma propre famille ne m'arnaquerait pas délibérément. Vers 7 heures du matin, j'ai entendu du mouvement dans le couloir. Kimberly et Ryan étaient levés tôt, ce qui était inhabituel puisque nous avions établi un schéma de matinée tranquille tout au long du voyage. J'ai vérifié l'horaire que Kimberly avait créé. Notre vol n'était que le soir, et nous avions prévu de passer la journée à faire quelques dernières visites et du shopping, mais quelque chose clochait. Je me suis habillé rapidement et j'ai frappé à la porte de Kimberly. Pas de réponse. La porte de Ryan était pareille, silencieuse. Un sentiment de malaise grandissant s'est installé dans mon estomac alors que je prenais l'ascenseur pour descendre dans le hall. La concierge, une femme élégante nommée Lucia, qui avait été incroyablement serviable tout au long de notre séjour, m'a accueilli avec une expression perplexe. « Buongiorno, signora, les membres de votre famille ont fait leur check-out il y a environ 1 heure. Ils ont mentionné que leur vol était plus tôt que prévu. » Les mots m'ont frappé comme un coup physique. « Leur check-out » ai-je réussi à demander. Oui, ils ont changé leur réservation via l'application de la compagnie aérienne, je crois. Très efficace. Ils ont laissé ceci pour vous. Elle m'a tendu une enveloppe avec mon nom écrit de la main soignée de Kimberly. À l'intérieur se trouvait une note qui était presque pire qu'aucune explication du tout. Gracie, on a dû prendre un vol plus tôt. Changement de programme de dernière minute. Merci pour tout. Tu es la meilleure sœur du monde. On réglera toutes les histoires d'argent quand on rentrera à la maison. Je t'aime. K.R. Je suis resté dans le hall en marbre d'un hôtel qui coûtait plus cher par nuit que le loyer de la plupart des gens, tenant une note qui réussissait à être à la fois incroyablement désinvolte et totalement dévastatrice. Ils étaient partis, juste partis, sans dire au revoir, sans régler aucune dépense, sans même la courtoisie élémentaire de me dire directement qu'ils m'abandonnaient avec la facture de tout ce voyage. Signora, Lucia avait l'air inquiète. Est-ce que tout va bien? Non, tout n'allait pas bien. Tout allait très, très mal. Les frais de chambre, ai-je dit, ma voix étonnamment stable. Tous sont maintenant sur mon compte. Lucia a hoché la tête avec sympathie. Je suis désolé, mais oui, quand ils ont fait leur check-out, la réservation a automatiquement transféré tous les frais aux clients restants. C'est la politique standard de l'hôtel. La politique standard de l'hôtel. Bien sûr que ça l'était. Je suis retourné dans ma chambre dans un état second, je me suis assise au bord du lit et j'ai appelé le téléphone de Kimberly, directement sur sa messagerie vocale. Le téléphone de Ryan. Même chose. J'ai essayé d'envoyer un texto. Qu'est-ce qui vient de se passer, bordel? Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous partiez? Les messages s'affichaient comme livrés, mais non lus. Finalement, j'ai appelé maman. Gracie, comment va Rome? Passes-tu un moment merveilleux? Maman, ai-je interrompu. Kimberly et Ryan sont partis. Ils ont changé leur vol et ont fait leur check-out sans me le dire. Une pause. Puis, oh, ma chérie, ils ne te l'ont pas dit? Ryan a mentionné qu'il y avait une sorte d'urgence professionnelle pour laquelle il devait rentrer. Une urgence professionnelle, c'est ça. Parce que le travail à temps partiel de Ryan dans une start-up de marketing était certainement le genre d'endroit qui exigeait des changements de vols internationaux immédiats. Et ils m'ont laissé avec la facture d'hôtel pour les 3 chambres. Une autre pause. Plus longue cette fois. Eh bien, chérie, tu sais qu'ils ont tous les deux des difficultés financières en ce moment. Et tu as toujours été si généreuse avec les affaires de famille. Je suis sûr qu'ils te rembourseront quand ils le pourront. Quand ils le pourront. Pas dès que possible ou immédiatement. Quand ils le pourront. Comme si près de 30 000 $ n'était qu'un prêt occasionnel entre frères et sœurs. Maman, je suis assise ici avec une facture d'hôtel de 15 000 $ que je n'ai jamais accepté de payer.
Ne sois pas dramatique, Gracie. Tu as l'argent et la famille est de la famille. D'ailleurs, c'était ton idée d'emmener tout le monde en vacances. Mon idée? Mon idée d'emmener tout le monde en vacances. J'ai raccroché avant de dire quelque chose que je pourrais regretter. Mais alors que j'étais assise là, entourée des vestiges de ce qui était censé être une expérience de rapprochement familial, quelque chose en moi a changé. Il voulait jouer à des jeux. Très bien, je pouvais aussi jouer à des jeux. J'ai passé le reste de cette journée à Rome à faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Tout documenté. Chaque reçu, chaque débit de carte de crédit, chaque message texte où ils avaient promis de me rembourser plus tard ou mentionné leurs problèmes bancaires temporaires. J'ai tout photographié, organisé chronologiquement et créé un tableur détaillé qui aurait rendu un comptable fier. Le total des dégâts, 31 847 $. C'est ce que cette expérience de rapprochement familial m'avait coûté, sans compter les 8 000 $ initiaux pour les vols que j'avais effectivement accepté de payer. J'ai aussi fait autre chose ce jour-là. J'ai profité de Rome à ma manière. J'ai pris un petit déjeuner tranquille dans un café près du Panthéon, visité la fontaine de Trévi sans que personne ne me presse pour prendre la photo Instagram parfaite, et dîner dans un petit restaurant familial où la grand-mère du propriétaire faisait des pâtes à la main. C'était le meilleur jour de tout le voyage. Ce soir-là, j'ai appelé la réception de l'hôtel et j'ai payé la facture en totalité. Non pas parce que je pensais que je la devais, mais parce que je voulais un dossier légal clair de ce que j'avais payé et pourquoi. Le reçu était accablant dans sa simplicité. 3 chambres, plusieurs nuits, tous les frais transférés à mon nom lorsque les autres clients ont fait leur check-out plus tôt. Sur le vol de retour le lendemain, j'ai eu 8 heures pour réfléchir. 8 heures pour décider si j'allais absorber cette perte tranquillement, comme j'avais absorbé toutes les autres offenses financières de ma famille au fil des ans, ou si j'allais faire quelque chose de différent. Au moment où nous avons atterri, ma décision était prise. Je suis rentré directement de l'aéroport, j'ai contourné la routine habituelle post-voyage de déballage et de rattrapage du courrier, et je me suis plutôt assise à ma table de cuisine avec mon ordinateur portable et toute la documentation que j'avais organisée à Rome. D'abord, j'ai envoyé un seul message texte à Kimberly et Ryan. J'ai calculé le total des dépenses que vous m'avez laissées. 31 847 $. J'ai tous les reçus et documents. Veuillez me faire savoir d'ici ce week-end comment vous prévoyez de me rembourser. Les 2 messages ont été lus immédiatement. Aucun n'a reçu de réponse. Puis j'ai appelé mes parents. Gracie, tu es de retour. Comment s'est passé le reste de Rome? Maman, j'ai besoin que toi et papa compreniez quelque chose très clairement. Kimberly et Ryan m'ont laissé avec plus de 30 000 $ de dépenses qui étaient censées être leur responsabilité. J'ai tout documenté et j'attends un remboursement complet. Chérie, tu es contrariée. Pourquoi ne pas laisser passer quelques jours pour que les choses se calment et ensuite nous pourrons tous en parler comme des adultes? Je parle de ça comme une adulte. Je parle de ça comme une adulte qui vient de découvrir que sa famille a planifié une arnaque élaborée pour lui voler 30 000 $. Voler est un mot très fort, Gracie. Vol aussi, maman. Et c'est ce que c'était. Le silence à l'autre bout du fil a duré si longtemps que j'ai cru qu'elle avait peut-être raccroché. Ton père et moi pensons que tu réagis de manière excessive. C'est ce que font les familles. Elles s'entraident. Tu sais, Kimberly et Ryan n'ont pas ton genre d'argent. Alors ils n'auraient pas dû planifier des vacances à 30 000 $. Nous t'avons élevé pour être généreuse et attentionnée. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé, mais ce n'est pas la fille que nous connaissons. Et voilà. La même manipulation qu'ils avaient utilisée toute ma vie. La suggestion que le fait d'être contrarié d'avoir été volé faisait de moi une personne défectueuse, mais cette fois, ça n'a pas marché. Tu as raison, maman. Ce n'est pas la fille que vous connaissez. La fille que vous connaissez aurait tranquillement tout payé et ne l'aurait jamais mentionné à nouveau. Mais cette fille en a assez d'être le distributeur automatique de votre famille. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Puis j'ai fait quelque chose qui aurait été impensable une semaine plus tôt. J'ai appelé un avocat. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Avez-vous déjà dû engager une action en justice contre des membres de votre famille? Faites-le moi savoir dans les commentaires et assurez-vous de vous abonner. Vous ne voudrez pas manquer la suite de cette histoire. L'avocate s'appelait Patricia Chen, et elle avait le genre de comportement direct qui m'a donné l'impression de parler enfin à quelqu'un qui vivait dans la réalité, au lieu du pays imaginaire dans lequel ma famille semblait opérer.
31 000 $, a-t-elle répété en examinant ma documentation. Et vous avez tous les reçus, les relevés de carte de crédit et les promesses écrites de remboursement. Tout, ai-je confirmé, y compris les messages textes où il reconnaissait spécifiquement qu'il me rembourserait. Patricia a hoché la tête avec approbation. C'est en fait assez simple. Ils ont conclu des accords verbaux et écrits pour couvrir certaines dépenses, n'ont pas honoré ces accords et vous ont laissé financièrement responsable de leurs obligations. Nous pouvons poursuivre cela devant le tribunal des petites créances pour le montant inférieur à la limite et devant le tribunal civil pour le reste. Pendant que nous discutions des options légales, j'ai commis l'erreur de consulter les réseaux sociaux. Là, publié 3 heures plus tôt sur la page Facebook de ma mère, se trouvait une photo qui m'a fait bouillir le sang. Maman et papa assis sur leur terrasse avec des cocktails, d'énormes sourires aux lèvres. La légende disait, enfin un peu de paix, publié pendant que j'étais assise dans le bureau d'un avocat à essayer de récupérer l'argent que leurs autres enfants m'avaient volé. La section des commentaires était pleine d'amis de la famille disant des choses comme « vous le méritez » et « ils profitaient du calme ». Comme si j'étais une sorte de fardeau qui avait enfin été levé de leur vie. Patricia a remarqué mon expression. Mauvaise nouvelle ? Juste mes parents qui célèbrent le fait que leur arnaque a fonctionné, ai-je dit en lui montrant le post, pendant que je suis ici à essayer de récupérer mon argent. Les preuves des réseaux sociaux peuvent en fait être très utiles, a-t-elle dit de manière factuelle. Faites des captures d'écran de tout. Le moment de cette publication pourrait être pertinent si cela va au tribunal. J'ai passé le reste de cette semaine à remplir des papiers, à rassembler des preuves et à faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant, prioriser mes propres intérêts avant le confort de ma famille. La mise en demeure a été signifiée à Kimberly et Ryan un mercredi matin. Je le sais parce que Kimberly m'a appelé à 7h23, la voix tremblante de rage. C'est quoi ce bordel, Gracie ? Des papiers juridiques ? Sérieusement ? Bonjour à toi aussi, Kim. Ne me dis pas bonjour. As-tu la moindre idée à quel point c'est embarrassant ? L'huissier est venu à mon bureau. Ah, oui. Parce que la vraie tragédie ici, c'était son léger embarras professionnel, pas le fait qu'elle ait volé 30 000 $ à sa sœur. Tu as 2 options, ai-je dit calmement. Payer ce que tu dois ou faire face au processus judiciaire. C'est ton choix. C'est insensé. On est une famille. La famille ne s'abandonne pas avec des factures d'hôtel qu'elle ne peut pas payer, Kim. Elle m'a raccroché au nez. L'appel de Ryan est arrivé 20 minutes plus tard. Gracie, allons. Ça va trop loin. En fait, Ryan, je pense que voler de l'argent et refuser de le rembourser, c'est ce qui est allé trop loin. L'action en justice, c'est juste moi qui essaie de revenir à la normale. Tu sais, on n'a pas ce genre d'argent en ce moment. Alors tu n'aurais pas dû dépenser ce genre d'argent. La logique était si simple, mais pourtant complètement étrangère à eux deux. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite ? Avez-vous déjà eu des membres de votre famille qui ont mal réagi lorsque vous avez finalement pris votre défense ? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Au cours des jours suivants, j'ai reçu une série de messages de plus en plus désespérés de mes 2 frères et sœurs, allant d'accusations de colère à des tentatives de négociation et à des supplications pures et simples. Mais voici le truc quand on fixe des limites pour la première fois de sa vie. C'est terrifiant et libérateur en même temps. Pendant 28 ans, j'avais été formé à prioriser le confort de tout le monde avant mes propres droits fondamentaux, à absorber leurs mauvaises décisions sans me plaindre, à être le distributeur automatique de la famille qui n'a jamais exigé de code PIN. Mais assise dans le bureau de cet avocat, regardant la documentation de leur trahison, quelque chose avait fondamentalement changé en moi. J'en avais fini. La véritable crise est survenue lorsque la 2e vague de documents juridiques est arrivée. Ce qui signifiait que les choses allaient devenir très réelles très rapidement. Kimberly s'est présentée à mon appartement sans prévenir un samedi matin, l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Son apparence habituelle, soigneusement entretenue, avait été remplacée par un survêtement et le genre d'énergie échevelée qui vient de la prise de conscience que les actions ont des conséquences. Nous devons parler, a-t-elle annoncé, me bousculant pour entrer dans mon salon. Bonjour, Kim. Entre, je t'en prie, ai-je dit à son dos. Le sarcasme est apparemment mon langage d'amour. Elle s'est retournée, le visage rouge de colère et de quelque chose qui ressemblait étrangement à de la panique. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait ? Comprends-tu ce que cela signifie pour nous ? Je comprends que cela signifie que vous pourriez avoir à payer pour quelque chose que vous avez acheté.
Concept révolutionnaire, je sais. Ce n'est pas une blague, Gracie. C'est sérieux. Tu as absolument raison. 31 000 $, c'est très sérieux. Elle a commencé à faire les 100 pas, ses mains gesticulant sauvagement alors qu'elle se lançait dans ce que je ne peux décrire que comme une crise de colère épique déguisée en indignation vertueuse. Tu détruis cette famille pour de l'argent. De l'argent. Gracie, tu es prête à déchirer tout ce que nous avons à cause de quelques reçus et factures de cartes de crédit. Je ne détruis rien, Kim. Je ne fais que ne plus couvrir votre destruction. Ce n'est pas ça. C'était censé être un voyage en famille. Nous étions censés nous rapprocher et créer des souvenirs. Oh, nous avons définitivement créé des souvenirs. Je n'oublierai jamais le souvenir de me réveiller seul à Rome avec une facture d'hôtel de 15 000 $. Elle a cessé de faire les 100 pas et m'a regardé comme si j'avais une deuxième tête. Depuis quand es-tu si froide? Ce n'est pas toi, Gracie. La vraie toi comprendrait que parfois les familles doivent s'entraider. La vraie moi. Comme s'il existait une version authentique de moi-même qui existait uniquement pour être exploitée financièrement par mes proches. Tu as raison. La vraie moi aurait tranquillement tout payé et ne l'aurait jamais mentionné à nouveau. La vraie moi se serait excusée auprès de vous avoir mis dans la position délicate d'avoir à accepter ma générosité. La vraie moi serait probablement en train de vous faire un chèque en ce moment même pour faire disparaître toute cette situation désagréable. L'espoir a vacillé dans ses yeux. Mais voici le truc, Kim. La vraie moi était une idiote. La vraie moi était un paillasson qui confondait être utilisé avec être aimé. Alors, j'ai décidé d'essayer d'être la fausse moi pendant un certain temps. Et tu sais quoi? La fausse moi a de bien meilleures limites. Son espoir est mort aussi vite qu'il était apparu. Tu ne peux pas être sérieuse à propos de ces trucs juridiques. Tu ne peux pas vraiment vouloir traîner ta propre famille devant les tribunaux, les agences de recouvrement et toute cette paperasse bureaucratique humiliante. Regarde-moi faire. Très bien. A-t-elle explosé? Tu veux jouer dur? On peut jouer dur aussi. Ryan et moi avons parlé, et nous pensons que tu es complètement déraisonnable à propos de toute cette situation. Maman et papa sont d'accord. C'est toi qui en fais une histoire plus grosse qu'elle ne l'est. Ah, la voilà. La réunion de famille à laquelle je n'avais pas été invité, où ils avaient tous décidé que j'étais le problème. Laisse-moi deviner, ai-je dit. Vous vous êtes tous réunis et avez discuté de mon manque de raisonnabilité, du fait que c'est juste Gracie qui fait son drame habituel et de la façon dont j'ai toujours été trop concentré sur l'argent. Son visage m'a dit que j'avais touché en plein dans le mille. Tu sais ce qui est drôle, Kim? Vous êtes tous si habitués à ce que j'absorbe vos problèmes que vous ne pouvez vraiment pas comprendre pourquoi je n'absorberai pas celui-ci aussi. C'est comme si vous pensiez qu'il y a une loi naturelle qui dit que Gracie paie et que tout le monde en profite. Ce n'est pas. On ne le fait pas. Si, vous le faites. Et le plus fou, c'est que vous vous êtes convaincus que vous êtes les victimes ici. Pauvres Kim et Ryan, trahis par leur sœur déraisonnable qui s'attend à ce qu'ils honorent leurs engagements. Je me suis dirigé vers la porte et je l'ai ouverte. Cette conversation est terminée. Vous pouvez payer ce que vous devez ou vous pouvez faire face au processus judiciaire, mais vous ne pouvez pas faire ce que vous avez toujours fait, c'est-à-dire transformer vos problèmes en mes problèmes. Elle m'a regardé pendant un long moment, et je pouvais la voir lutter avec la réalité que je n'allais pas céder. Ce n'est pas fini, Gracie. En fait, Kim, ça l'est. C'est fini depuis le moment où tu m'as laissé seul dans cet hôtel. Tout ce qui se passe maintenant, c'est juste du nettoyage. Après son départ, je me suis assise sur mon canapé et j'ai réalisé que je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. La première conséquence réelle a frappé Ryan 2 semaines plus tard. Et je le sais parce qu'il m'a appelé au travail, pratiquement en hyperventilation. Gracie, ils ont saisi mon salaire. Mon chèque de paie manquait de 800 $. Je suis désolé d'entendre ça, ai-je répondu. Pas désolé du tout. Tu ne comprends pas. J'avais des factures à payer. Mon chèque de loyer a été rejeté. Mon paiement par carte de crédit a été refusé. As-tu la moindre idée à quel point c'est embarrassant de devoir expliquer à mon patron pourquoi il y a une saisie sur mon salaire? En fait, j'avais une idée. C'était probablement aussi embarrassant que de devoir expliquer à un concierge d'hôtel pourquoi vos frères et sœurs vous ont abandonné avec une facture énorme. Mais je n'ai pas mentionné ça. Ryan, tu peux arrêter ça à tout moment en payant ce que tu dois.
Je ne peux pas payer 30 000 $. Je n'ai pas 30 000 $. Alors peut-être que tu n'aurais pas dû dépenser 30 000 $. La logique était apparemment encore trop complexe pour qu'il la saisisse. C'est de la folie. Gracie, tu détruis ma stabilité financière pour des vacances. Non, Ryan. Tu as détruit ta stabilité financière quand tu as décidé de commettre une fraude. Je suis juste la personne qui a refusé de te couvrir. Au cours des jours suivants, mes 2 frères et sœurs ont connu ce que j'aime appeler la thérapie par la réalité. Le compte bancaire de Kimberly a été gelé pendant 3 jours pendant que le tribunal réglait les ordonnances de protection des actifs. Pendant ces 3 jours, ses paiements automatiques ont échoué, sa carte de crédit a été refusée dans un restaurant et elle a dû appeler maman pour de l'argent pour faire les courses. La même maman qui m'avait dit que je faisais un drame pour de l'argent. Soudain, quand c'était leur fille confortable qui faisait face à des conséquences financières au lieu de leur fille fiable qui absorbait les abus financiers, l'argent est devenu très sérieux. Les appels de mes parents ont commencé immédiatement. Gracie, ça va trop loin, a dit papa lors de ce que j'ai supposé être un appel d'intervention soigneusement planifié. Ta mère et moi pensons que tu dois arrêter ces bêtises juridiques et régler les choses en famille. J'ai essayé de régler les choses en famille, papa. J'ai passé 1 an à planifier des vacances, j'ai payé les vols et je me suis retrouvé abandonné avec une facture de 30 000 $. C'est comme ça que notre famille règle les choses. Tu es vindicative. Je suis cohérente. Pour la première fois de ma vie, j'applique les mêmes normes aux membres de ma famille que j'appliquerais à n'importe qui d'autre qui me volerait. Voler est un mot fort. Détournement de fonds aussi, papa. Fraude aussi. Vol aussi. Tu en préfères un autre ? La conversation a rapidement dégénéré en une compilation des plus grands succès de la manipulation familiale. J'étais égoïste. Je déchirais la famille. J'avais toujours été trop concentré sur l'argent. Ils m'avaient élevé mieux que ça. Mais voici ce que j'ai réalisé pendant cet appel. Leurs arguments ne fonctionnaient que si j'acceptais la prémisse que je leur devais quelque chose de plus qu'ils ne me devaient. Que mon argent était en quelque sorte plus disponible pour eux que leur argent ne l'était pour moi. Que mon confort comptait moins que le leur. Une fois que j'ai rejeté cette prémisse, toute leur vision du monde s'est effondrée. Papa, ai-je interrompu pendant son discours sur la loyauté familiale. Laisse-moi te poser une question. Si Kim et Ryan t'avaient fait exactement la même chose, planifié des vacances coûteuses, promis de payer leur part, puis t'avais abandonné avec la facture complète, que ferais-tu ? Longue pause. C'est différent. Comment ? Parce que tu as plus d'argent que nous. Et voilà. La vérité enfin dite à voix haute. J'avais plus d'argent, donc j'avais moins de droits. J'avais réussi. Par conséquent, je méritais d'être puni pour ce succès en étant traité comme une ressource familiale plutôt qu'un membre de la famille. Merci d'avoir clarifié ça, papa. Maintenant, je sais exactement où je me situe. Le schéma s'est poursuivi pendant les semaines suivantes. Des conséquences juridiques frappaient l'un d'eux. Ils paniquaient et m'appelaient en implorant ma clémence. Je refusais de les sauver. Ils appelaient nos parents. Et nos parents m'appelaient pour m'expliquer pourquoi j'étais déraisonnable. C'était comme regarder une machine tomber en panne. La même machine qui avait si bien extrait de l'argent de moi pendant des années grinçait et étincelait soudainement parce qu'un composant avait cessé de fonctionner. Ce composant, c'était moi. L'intervention familiale a eu lieu un mardi soir d'octobre. Je sais que c'était mardi parce que c'est normalement le soir où j'ai mes plans de dîner fixes avec moi-même et n'importe quel podcast de true crime qui me tient compagnie ces jours-ci. Au lieu de cela, j'ai reçu un appel de maman. Gracie, nous devons parler en famille ce soir. Je ne suis pas vraiment d'humeur pour une autre leçon sur la façon dont je détruis la vie de tout le monde en m'attendant à ce qu'ils paient leurs dettes. Ce n'est pas une leçon. C'est une conversation. Nous allons tous nous asseoir et trouver comment régler cette situation. J'ai presque ri. Maintenant, ils voulaient s'asseoir et trouver une solution. Après des semaines de procédures judiciaires, après des saisies sur salaire et des comptes gelés, après avoir été qualifiés de vindicatives, égoïstes et dramatiques, maintenant ils étaient prêts pour une conversation raisonnable. Où ? Ai-je demandé. Chez nous. 19h. J'ai envisagé de ne pas y aller. J'ai envisagé beaucoup de choses, mais finalement, j'étais curieuse de voir quel était leur objectif final.
Quelle solution possible ils pourraient offrir qui ferait disparaître tout cela tout en leur permettant de garder mon argent? Je suis arrivé pour trouver toute la famille réunie dans le salon comme une sorte de conseil d'administration dysfonctionnel. Maman et papa sur le canapé, Kimberly et Ryan dans les fauteuils, et une place vide clairement désignée pour moi, la chaise de l'accusé. Merci d'être venu, a dit maman formellement, comme si nous ouvrions un sommet diplomatique. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, ai-je répondu en m'installant dans mon siège assigné. J'adore les réunions de famille où je suis la seule à ne pas savoir que nous avions une réunion de famille. Papa s'est raclé la gorge. Gracie, nous avons tous parlé et nous pensons qu'il pourrait y avoir un moyen de résoudre cette situation qui convienne à tout le monde. Je vous écoute. Kimberly s'est penchée en avant, son expression sincère et étudiée. Nous voulons te rembourser. Vraiment. Mais les trucs juridiques nous empêchent de nous remettre sur pied financièrement pour que nous puissions réellement effectuer des paiements. Donc, ce que vous dites, c'est que vous ne pouvez pas me rembourser parce que faire face aux conséquences de ne pas m'avoir remboursé est trop cher. Ce n'est pas à commencer Ryan. C'est exactement ce qu'elle dit. Ai-je interrompu? Les saisies et les gels de compte vous coûtent de l'argent, donc vous ne pouvez pas vous permettre de me payer l'argent que vous me devez. C'est comme un cercle vicieux financier, sauf que le hic, c'est que vous avez dépensé de l'argent que vous n'aviez pas et que vous ne voulez pas en assumer les conséquences. Maman est intervenue avec sa voix la plus raisonnable. Et si nous établissions un plan de paiement, quelque chose de gérable pour eux, mais juste pour toi? Je suis ouverte aux propositions. Kimberly a sorti une feuille de papier couverte de ce qui ressemblait à des calculs très optimistes. Nous pensions que nous pourrions vous rembourser $50 par mois chacun. Donc, ça fait $100 par mois au total. Aidant. Elle a fait une pause pour calculer. Environ 26 ans, vous auriez récupéré votre argent. Je l'ai regardé fixement. 26 ans pour rembourser l'argent de vacances qu'ils avaient prise le mois dernier. Plus les intérêts. Bien sûr, a ajouté Ryan rapidement, comme si cela rendait l'offre raisonnable. De quel taux d'intérêt parlons-nous? Ai-je demandé. Nous pensions à peut-être 2%, puisque nous sommes de la famille et tout. 2% d'intérêt annuel sur un prêt de 26 ans pour de l'argent qu'ils avaient essentiellement volé. Même les usuriers avaient des conditions plus généreuses. Contre-offre, ai-je dit calmement. Vous me remboursez intégralement dans les 6 mois où les procédures judiciaires se poursuivent exactement comme elles sont. C'est impossible, a protesté Kimberly. Nous n'avons pas ce genre d'argent. Alors vous n'auriez pas dû dépenser ce genre d'argent. Mais nous pensions. Vous pensiez quoi, Kim? Vous pensiez que j'allais simplement absorber la perte et ne plus jamais en parler? Vous pensiez que vous pouviez me voler $30 000 et n'en subir aucune conséquence tant que vous agissiez de manière surprise et offensée quand je le demandais? La pièce est devenue silencieuse. Papa a essayé une autre approche. Gracie, je comprends ta peine, mais cela déchire notre famille. Est-ce vraiment ce que tu veux? Papa, laisse-moi te poser une question. Quand Kim et Ryan ont planifié ce voyage, vous ont-ils consulté sur les coûts? Eh bien, non. Mais quand ils ont fait des réservations dans des hôtels 5 étoiles et des restaurants étoilés au Michelin, ont-ils demandé si vous pensiez que ces dépenses étaient raisonnables? Je ne vois pas en quoi c'est. Quand ils ont décidé de m'abandonner à Rome avec une facture d'hôtel de $15 000, vous ont-ils appelé pour des conseils? Il s'est agité mal à l'aise. Non. Donc, ils ont pris toutes ces décisions financières sans aucune contribution de votre part, mais maintenant qu'il y a des conséquences à ces décisions, c'est soudainement un problème familial qui nécessite une solution familiale. Tu déformes tout. A dit maman. Nous essayons juste de trouver un moyen d'avancer. Le moyen d'avancer est très simple. Ils paient ce qu'ils doivent. S'ils ne peuvent pas tout payer en une fois, ils travaillent avec mon avocat pour établir un plan de paiement raisonnable avec des taux d'intérêt appropriés et des garanties. S'ils ne veulent pas le faire, ils peuvent continuer à faire face à des saisies sur salaire et à des saisies d'actifs jusqu'à ce que la dette soit satisfaite. Ce n'est pas ce que les familles se font les unes aux autres, a dit Ryan doucement. Tu as absolument raison, Ryan. Les familles ne s'abandonnent pas avec des dettes massives. Les familles ne mentent pas sur des problèmes bancaires pour éviter de payer leur part. Les familles ne planifient pas d'arnaques élaborées pour se voler de l'argent les unes aux autres. Alors, je suppose que nous n'agissons plus comme une famille, n'est-ce pas? Je me suis levé. Le processus judiciaire continue. Si vous voulez prendre des arrangements de paiement,
contacter mon avocat. Alors que j'atteignais la porte, maman m'a appelé. Gracie, si tu sors par cette porte, ne t'attends pas à ce que les choses redeviennent normales entre nous. Je me suis retourné pour leur faire face à tous. Ces personnes qui m'avaient élevé pour croire qu'être exploité était la même chose qu'être aimé. Maman, les choses n'ont jamais été normales entre nous. Les familles normales n'ont pas un membre qui paie pour tout pendant que tout le monde s'attribue le mérite de sa générosité. Les familles normales ne culpabilisent pas quelqu'un pour s'attendre à une honnêteté de base en matière d'argent. Les familles normales n'organisent pas d'intervention pour convaincre quelqu'un qu'il devrait être reconnaissant d'avoir été volé. Alors, qu'est-ce que tu veux dire ? A demandé papa. Je veux dire que si c'est ce qui passe pour normal dans notre famille, alors je ne veux plus de normal. Et pour la première fois de ma vie, j'ai quitté une réunion de famille sans m'excuser de quoi que ce soit. Le silence qui a suivi a été profond. Pour la première fois de ma vie d'adulte, mon téléphone ne bourdonnait pas constamment de demandes d'argent, de plaintes sur leurs difficultés financières ou de culpabilisation sur le fait que je n'en faisais pas assez pour aider. Le calme était initialement déstabilisant. J'avais été conditionné à m'attendre à la gestion de crise comme une partie régulière de ma routine hebdomadaire. Mais à mesure que les jours se sont transformés en semaines, j'ai découvert quelque chose de remarquable. La paix. Mon compte en banque a cessé de saigner de l'argent pour diverses urgences familiales. Mes week-ends n'étaient plus passés à chercher des solutions à des problèmes que je n'avais pas créés. Mon énergie mentale était soudainement disponible pour mes propres projets et intérêts. C'était comme se remettre d'une maladie dont je ne savais pas que je souffrais. Les quelques interactions familiales qui ont eu lieu étaient guindées et maladroites. Quand j'ai croisé Kimberly à l'épicerie, elle a agi comme si elle avait repéré une ancienne amie qui avait trahi une confiance sacrée. Polie mais froide, avec un courant sous-jacent de droiture blessée qui était presque impressionnant par son absence totale de conscience de soi. « Comment ça va ?» ai-je demandé nonchalamment, véritablement curieuse de savoir comment elle gérait ses finances avec la saisie en place. « Bien », a-t-elle répondu sèchement. « On s'en sort. » On s'en sort, code pour apprendre à vivre avec nos moyens réels pour la première fois de notre vie d'adulte. Ryan a été plus direct dans son évitement. J'ai entendu par la famille élargie qu'il avait changé de salle de sport, changé d'épicerie et même commencé à fréquenter un autre café. Tout cela pour éviter la possibilité de me croiser et d'avoir une conversation inconfortable sur l'argent qu'il devait. L'effort qu'il mettait à m'éviter était plus important que celui qu'il avait jamais mis à me rembourser. Mais le changement le plus révélateur a été la façon dont la famille fonctionnait sans moi comme filet de sécurité financier. Maman a mentionné lors d'un de nos appels téléphoniques de plus en plus rares qu'ils avaient dû annuler leurs vacances familiales annuelles parce que l'argent était serré cette année. L'argent était serré, comme si c'était une mystérieuse récession économique plutôt que le résultat prévisible de deux membres de la famille apprenant à vivre avec les conséquences de leurs propres choix. C'est dommage, ai-je répondu de manière neutre. Nous espérions que les choses seraient résolues d'ici là, a-t-elle ajouté de manière significative. Elles sont résolues. Kim et Ryan me doivent de l'argent et ils le remboursent par voie légale. Très résolu. Tu sais, ce n'est pas ce que je veux dire. Je savais ce qu'elle voulait dire. Elle voulait dire qu'elle espérait que j'aurais cédé à présent. Que la pression de la désapprobation familiale et le malaise des procédures judiciaires m'auraient convaincu d'annuler la dette et de reprendre mon rôle de distributeur automatique de la famille. Mais quelque chose de drôle s'était produit pendant ces mois de silence et de procédures judiciaires. Je me suis souvenu de qui j'étais quand je ne gérais pas constamment les crises des autres. J'étais quelqu'un qui aimait son travail, qui avait des passe-temps et des intérêts au-delà du drame familial, qui pouvait faire des projets sans se demander quels parents auraient besoin que je les annule. J'étais quelqu'un qui allait au lit sans calculer mentalement combien d'argent j'avais dépensé pour les autres ce jour-là. J'étais quelqu'un avec qui j'aimais vraiment passer du temps. Le processus judiciaire a suivi son cours avec une efficacité bureaucratique. Les paiements étaient extraits du salaire de Ryan avec une régularité mécanique. Les tentatives de Kimberly de cacher des actifs avaient été infructueuses, et son compte restait surveillé pour tout nouveau dépôt pouvant être saisi. Aucun d'eux ne m'avait contacté directement depuis des mois. Mais le changement le plus significatif n'était pas dans leur comportement. C'était dans le mien. J'avais passé tellement d'années à dire oui par réflexe à toute demande familiale que j'avais oublié que j'avais la possibilité de dire non. Maintenant, chaque décision passait par un filtre simple, est-ce que c'est bon pour moi ? C'était un concept révolutionnaire. Quand ma cousine a appelé pour me demander si je pouvais lui prêter $2000 pour des réparations de voiture, j'ai dit non sans explications élaborées ni culpabilité.
Quand ma tante a suggéré que je contribue à un cadeau de famille pour le mariage de quelqu'un, j'ai refusé poliment et j'ai acheté mon propre cadeau. Quand mes parents ont mentionné qu'ils avaient du mal avec les réparations de la maison et qu'ils auraient besoin d'une aide financière, j'ai exprimé ma sympathie et j'ai changé de sujet. Chaque limite que je fixais rendait la suivante plus facile. Chaque nom me rappelait que je n'étais pas responsable de résoudre tous les problèmes qui se produisaient dans un rayon de 50 miles de mon code postal. La réponse de la famille à cette nouvelle version de moi était intéressante à observer. Ils ont traversé les étapes classiques du deuil, le déni que je maintiendrais vraiment ses limites, la colère que je ne répondais pas à leur technique de manipulation habituelle, la négociation avec des culpabilisations de plus en plus créatives, et enfin une sorte d'acceptation maussade que leur source fiable de financement d'urgence s'était définitivement tarie. Mais quelque chose d'autre s'est produit pendant ce processus. Quelque chose que je n'avais pas prévu. J'ai commencé à recevoir des appels de membres de la famille élargie, des cousins, des tantes, des oncles, qui avaient entendu des bribes de l'histoire et voulaient prendre de mes nouvelles. Je me suis toujours demandé comment tu arrivais à être si généreuse tout le temps. A mentionné ma cousine Sarah lors d'une conversation. Maintenant, je me demande si tu étais généreuse ou si on profitait de toi. Il s'est avéré que je n'étais pas le seul membre de la famille à avoir remarqué que les demandes financières allaient toujours dans une seule direction. D'autres avaient observé la dynamique mais supposaient que j'étais satisfaite de l'arrangement puisque je ne me plaignais jamais. Tu avais toujours l'air si posé. A dit ma tante Linda. On s'est dit que tu avais de l'argent à revendre et que ça ne te dérangeait pas d'aider. La conversation a été éclairante. Mon silence sur le déséquilibre financier avait été interprété comme un consentement. Mon absence de plainte avait été considérée comme la preuve que j'étais à l'aise d'être la banque de la famille. En maintenant la paix, j'avais permis la situation même qui détruisait ma paix. 18 mois après cette réunion de famille désastreuse, j'ai reçu un appel de Patricia Chen. Le dernier paiement est arrivé ce matin, a-t-elle dit. Avec les intérêts et les frais de justice, le total récupéré était de 37 412 $. Plus que ce que je n'aurais jamais espéré revoir. Mais en raccrochant le téléphone, j'ai réalisé que l'argent n'était pas la vraie victoire. La vraie victoire était la personne que j'étais devenue en me battant pour cela. L'ancienne Gracie aurait absorbé la perte, rationalisé la trahison et probablement planifié les prochaines vacances en famille dans les 6 mois. Elle se serait dit que l'harmonie familiale était plus importante que l'équité financière, que maintenir la paix valait n'importe quel prix. La nouvelle Gracie comprenait qu'il n'y a pas d'harmonie dans l'inégalité et pas de paix dans l'exploitation. J'ai célébré ce soir-là avec des plats à emporter de mon restaurant thaïlandais préféré et une bouteille de vin que je gardais. Pas parce que l'argent comptait tant que ça, mais parce que j'avais enfin appris la différence entre être généreuse et être une victime. Mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. C'est Kimberly. Je voulais que tu saches que nous avons fini de rembourser l'argent. J'espère que tu es heureuse. J'ai regardé le message pendant un long moment, puis j'ai répondu, je suis heureuse. J'espère que vous avez appris quelque chose de cette expérience. Sa réponse est venue rapidement. J'ai appris que l'argent est plus important pour toi que la famille. J'ai failli rire. Même maintenant, même après tout, elle ne pouvait pas le voir. J'ai appris que je suis plus importante pour moi que votre confort, ai-je répondu. Et c'est exactement comme ça que ça devrait être. Elle n'a pas répondu. Ce week-end-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai planifié des vacances pour moi, juste pour moi. Une semaine au Costa Rica, dans un magnifique écolodge que j'avais toujours voulu visiter. Aucune préférence des autres à prendre en compte, aucun budget des autres à accommoder, aucun drame des autres à gérer, juste moi faisant des choix basés sur ce que je voulais. En recherchant des activités pour le voyage, j'ai pensé à la conversation avec Kimberly. Elle avait raison sur une chose. L'argent était devenu plus important pour moi que la famille, mais pas dans le sens où elle l'entendait. L'argent était devenu un symbole de respect, de limite, de la reconnaissance de base que j'étais une personne avec des droits plutôt qu'une ressource à exploiter. Quand ils traitaient mon argent comme le leur, ils me traitaient comme moins qu'égal. Et j'avais finalement décidé que je valais plus que ça. Le voyage au Costa Rica a été tout ce que j'avais espéré. J'ai fait des randonnées dans des forêts de nuages, je me suis prélassé sur des plages et j'ai eu des conversations avec d'autres voyageurs qui ne connaissaient pas mon histoire familiale et n'avaient besoin de rien de moi, si ce n'est une compagnie agréable. Le dernier jour, je me suis assise sur un balcon surplombant l'océan Pacifique et j'ai réalisé quelque chose de profond. Je n'étais plus en colère. Pendant des mois,
j'avais porté le ressentiment brûlant de la trahison, le poids épuisant de l'indignation vertueuse. Mais assise là, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de couleurs brillantes, je n'ai ressenti que de la gratitude. La gratitude d'avoir enfin appris à me valoriser correctement. La gratitude de ne plus confondre être utilisé avec être aimé. La gratitude d'avoir découvert la différence entre la famille et les gens qui partagent votre ADN. Quand je suis rentré chez moi, il y avait un message sur mon répondeur de Ryan. Salut, Gracie. Je sais qu'on ne s'est pas parlé depuis un moment, mais je voulais te dire que je suis désolé, pas seulement pour l'argent, mais pour la façon dont on t'a traité. J'y ai beaucoup pensé, et je réalise maintenant que nous avons profité de ta générosité pendant des années. Je ne sais pas si tu voudras un jour avoir une relation avec nous à nouveau, mais je voulais que tu saches que je comprends pourquoi tu as fait ce que tu as fait. C'étaient les premières excuses sincères que j'avais jamais reçues de l'un d'eux. J'ai gardé le message, mais je ne l'ai pas rappelé. Certains ponts, une fois brûlés, sont destinés à le rester. Non pas par colère, mais par autopréservation. Mes parents ont fait une dernière tentative de réconciliation environ un an plus tard, lorsque maman a appelé pour m'inviter à la fête du 60e anniversaire de papa. Toute la famille sera là, a-t-elle dit, la voix soigneusement neutre. Y compris Kim et Ryan. Oui, alors je n'y serai pas, ai-je répondu simplement. Gracie, combien de temps vas-tu nous punir pour ça? Je ne punis personne, maman. Je fais juste des choix basés sur ce qui est le mieux pour moi. Et passer du temps avec des gens qui pensent qu'il est acceptable de me voler n'est pas ce qu'il y a de mieux pour moi. Ils t'ont remboursé. Ils m'ont remboursé parce qu'ils y ont été contraints par des procédures judiciaires. Ce n'est pas la même chose que de choisir de faire la bonne chose. La conversation s'est terminée comme la plupart de nos conversations se terminaient maintenant. Avec un silence déçu de sa part et une résolution paisible de la mienne. J'ai envoyé une carte d'anniversaire et un joli cadeau à papa, mais je n'ai pas assisté à la fête. Au lieu de cela, j'ai passé ce week-end à faire de la randonnée avec des amis que je m'étais fait grâce à un club de photographie que j'avais rejoint. Des gens qui m'appréciaient pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais fournir. Au moment où j'écris ces lignes, cela fait 3 ans depuis l'incident de Rome. 3 ans depuis que j'ai appris que fixer des limites n'est pas égoïste, c'est de la survie. 3 ans depuis que j'ai découvert que la famille qui m'a élevé pour être généreuse m'avait en fait élevé pour être exploitable. Est-ce qu'il me manque? Parfois, l'idée de me manque, le fantasme de ce à quoi pourrait ressembler une famille aimante, mais la réalité d'être leur sacrifice financier désigné ne me manque pas. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez déjà été le membre de la famille qui donne toujours mais ne reçoit jamais, si vous vous êtes déjà demandé si prendre votre défense en valait le coup, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous valez plus que le confort des autres. Vos limites comptent, votre argent compte, votre tranquillité d'esprit compte, et parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour les gens qui profitent de vous est de cesser de les laisser faire. Assurez-vous d'aimer et de vous abonner si cette histoire vous a aidé à réfléchir à votre propre dynamique familiale. Vous méritez des relations basées sur le respect, pas sur l'exploitation. Croyez-moi sur ce point.